Ouais. Ouais, c'est une énorme tuile. C'est une énorme tuile, la défaite de Carlos Alcaraz, là, ce soir, face à Cameron Norrie. Mais est-ce que cette défaite, elle n'était pas un petit peu prévisible? Sincèrement, est-ce qu'on le sentait pas un peu venir? On va en reparler dans ce JT du tennis. Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver. Évidemment, j'aurais préféré vous retrouver avec une victoire du numéro 1 mondial. On va débriefer ça, on va débriefer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors bouge pas, on commence tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, merci à tous pour la force ces derniers jours. Je me répète, mais je suis obligé de vous remercier. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont lâcher un like sur cette vidéo, à ceux qui vont s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va démarrer tout simplement avec mon tableau de Tennis Draw Challenge. Alors, Tennis Draw Challenge, on est 720 membres. On est un peu plus de 140 à jouer. Mais où est-ce que je suis ? Pourquoi on me trouve pas? Dernier du classement. Je crois que celle-là, je l'avais jamais faite. Dernier du classement. Ah, elle est sale, elle est dégueu. Bref, c'est ignoble. Mon tableau, il est horrible. Mais j'avais vu que Carlos Alcaraz n'allait pas passer le deuxième tour. Je l'avais mis perdant contre Jiří Lehečka. Finalement, il sort même avant contre Cameron Norrie. Là, franchement, ok, je suis dernier. Mais est-ce que quelqu'un, là, dans les 146 joueurs, a mis Carlos Alcaraz perdant dans les deux premiers tours? Alors, peut-être que je me suis trompé sur les autres joueurs. Mais je l'ai senti, Carlitos. Carlitos, je l'ai senti. Il va pas me la faire à moi. Il va pas me la faire. Et avant qu'on parle de Carlitos, d'abord, j'avais envie de mettre, quand même, Nicolas Mahut en avant. On reviendra sur Carlitos Alcaraz après. Mais le grand, l'immense Nicolas Mahut a mis un terme à sa carrière ce soir. On le lit. Au départ, j'attendais un peu Novak, qui m'avait dit à Roland-Garros que voilà, si je viens à Paris, je te promets qu'on joue ensemble pour finir à Bercy. Finalement, il n'est pas venu, ça a été un petit peu difficile. Grâce à Richard Gasquet, j'ai demandé à Grigor et forcément, ça a été fantastique, il a été extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour le joueur. Il n'a pas hésité, il m'a dit écoute, c'est ton dernier, je suis content de le faire avec toi. Et moi, j'ai énormément d'admiration et vraiment de sympathie et d'amour, vraiment, je le dis, pour Nicolas Mahut. C'est un des joueurs français que j'ai le plus aimé depuis que je regarde le tennis, depuis que je suis enfant. Tout simplement, déjà, Nicolas Mahut, c'est l'histoire du tennis, avec son match à Wimbledon, forcément. Mais au-delà de ça, Nicolas Mahut, c'est un style de jeu particulier. C'est un style de jeu épuré. C'est vraiment, moi je trouve, hein, c'est mon avis, mais je trouve que c'est une très belle technique. C'est une technique très simple, des deux côtés. Un service très simple, mais très performant. Une volée soyeuse. Voilà, il jouait avec ses armes, mais moi j'ai toujours aimé. Vraiment, j'ai toujours aimé Nicolas Mahut en tant que joueur. Et je dois le dire, j'aime beaucoup aussi Nicolas Mahut en tant que consultant à Eurosport. Depuis qu'il commente à Eurosport, franchement, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. Et j'avais envie de le dire, j'avais envie de le mettre en avant dans cette vidéo. Je voudrais rappeler à quel point Nicolas Mahut a été quand même un très grand joueur de tennis. Parce que le tennis, ce n'est pas seulement une carrière de simple. Déjà, il a écrit l'histoire, comme je le disais, en 2010, avec le match le plus long de l'histoire, 11 heures et 5 minutes. À partir de là, les règles ont changé. Nicolas Mahut a changé les règles du tennis. Je ne sais pas si on se rend compte. Nicolas Mahut, c'est 4 trophées en simple. 37e à son meilleur classement en simple. Mais surtout, premier mondial en double. Il aura remporté tous les tournois du Grand Chelem en double, 2 fois Roland-Garros, 2 fois le Masters de fin d'année, 1 fois la Coupe Davis. Alors franchement, bravo, quelle carrière exceptionnelle. Je te souhaite que le meilleur pour la suite de ta vie en tant que papa, en tant qu'homme, en tant que consultant. Et franchement, j'espère un jour te rencontrer. À bientôt, monsieur Nicolas Mahut. On va se replonger dans ce match qu'on a eu ce soir entre Carlos Alcaraz et Cameron Norrie. Parce qu'il y a quelques jours, quand même, l'Espagnol disait cette année, c'est totalement différent de l'an dernier. Les cours sont beaucoup plus lents et j'aime ça. Ce n'est pas juste service volé ou service plus un coup. On peut voir du tennis. On n'a pas vu beaucoup de tennis ce soir, Carlitos. Des échanges, des points. C'est une belle vitesse. Évidemment, je suis un petit peu taquin. Ce soir, on est dégoûté que Carlos Alcaraz ait perdu face à Cameron Norrie. Encore plus
face à Cameron Norrie, que personne ne peut encadrer, qu'on soit honnête ici, hein, sur cette chaîne quand même, il n'y a pas de langue de bois, personne ne peut supporter ce joueur. Et pourtant, Carlos Alcaraz avait remporté la première manche. C'est très rare de voir Carlos Alcaraz faire plus de 50 fautes directes. Voilà, pour la première fois sur ces 10 derniers tournois, l'Espagnol s'arrête avant la finale. Je sais pas si on se rend compte, c'est une stat de fou furieux, mais est-ce qu'on peut expliquer ça? Bah, sincèrement, moi, ce soir, je vous le dis, hein, j'ai pas envie de tomber sur Carlos Alcaraz. Voilà, j'ai pas envie de tomber sur lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Carlos Alcaraz, cette année, c'est 74 matchs. On va pas rappeler sa saison XXL. Il y a beaucoup de matchs. Il y a forcément un moment où on se rend compte que ces gens-là sont aussi des êtres humains normaux. Genre vraiment, il y a un moment, il faut se le dire, c'est normal qu'il y ait une lassitude, c'est normal qu'il y ait un petit moment de rechute, c'est normal qu'il y ait un petit burn-out, un petit peu de ras-le-bol. Et je trouve déjà que c'est exceptionnel que ça arrive aussi tard dans la saison. Ça déjà, c'est la première chose. Ensuite, Cameron Norrie, on aime ou on n'aime pas, effectivement, je m'amuse à dire qu'on n'aime pas, etc. Il y a sûrement des gens qui aiment bien Cameron Norrie. Cameron Norrie n'est pas un joueur facile à jouer au premier tour. Cameron Norrie, pour rappel, a remporté un Master 1000, a fait demi-finale en Grand Chelem. Cameron Norrie a déjà battu Carlos Alcaraz. Là, on a senti un Carlos Alcaraz pas en confiance du tout. Peut-être que face à un autre adversaire un peu moins coriace, avec un peu moins de confiance, Carlos Alcaraz serait passé. Cette fois, c'est pas passé. Mais moi, je vais pas le blâmer. Je vais pas le blâmer parce que à chaque fois qu'il va perdre un match, on va pas être là à faire un débrief comme quoi c'est catastrophique. Carlos Alcaraz a perdu un match. Non. En face, il y a un joueur qui a fait sa partie. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz n'était pas dans sa partie. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Bon, bah ça arrive. Ça arrive, point final. Je vais pas m'éterniser sur le cas Carlitos. C'est dommage pour l'intérêt du tournoi. C'est dommage pour nous, Français, parce qu'on a le tournoi à domicile. C'est dommage pour nous, les Parisiens, parce qu'on ne reverra pas Carlos Alcaraz jouer cette semaine dans cette nouvelle enceinte de la Défense Arena. Mais ça s'arrête là. Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va lui faire grand bien de se reposer. Et j'anticipe déjà les gens qui vont dire pour aller à Riyad, en Arabie Saoudite, prendre son chèque, tout va bien. Mais forcément, s'il n'y était pas allé, il aurait peut-être gagné ici. C'est un faux débat. C'est un faux débat, voilà, point, terminé, merci, au revoir. On peut conclure ça, on peut voir qu'il était très nerveux, mine de rien pendant le match, on l'a senti, il a discuté un moment longuement à la fin du deuxième set avec Ferrero, et c'était assez sympa de voir cette conversation, on a trouvé des petits trucs sur les réseaux sociaux, et le joueur de tennis, donc voilà, lui dit que son coup droit ne va pas très bien, et qu'il pense qu'il fait tout de travers sauf son service, donc le joueur de tennis c'est Carlos Alcaraz. Ferrero lui demande d'essayer d'avoir plus d'effets liftés, et donc moins de downswing. Alors j'ai pas la traduction exacte en espagnol, mais il lui demande de se calmer et de rester positif après avoir laissé éclater sa colère. J'ai trouvé que dans le troisième set, Carlos Alcaraz essayait quand même de s'encourager malgré un mauvais jour, malgré des coups qui ne passaient pas. J'ai trouvé qu'il essayait, mais qu'aujourd'hui c'était plus fort que lui, c'était trop compliqué, et il y a des jours comme ça, il y a des moments comme ça dans une saison où ça ne passe pas, où ça se passe pas bien, et faut l'accepter. Tournoi suivant. En tout cas, cette surface, j'avais envie d'en dire un mot parce qu'on a sorti les indices, ça y est, ils sont sortis aujourd'hui, et pour moi c'est honteux. Je l'ai dit aujourd'hui, vous êtes beaucoup à être d'accord avec moi, il y en a qui sont pas d'accord, je l'entends. Pour moi j'ai dit c'est honteux d'avoir tué la surface comme ça, c'est le pire tournoi de l'année, je vais m'expliquer, sérieux, on nous dit que c'est du dur indoor, mais c'est une honte. Oui, pour moi, c'est une honte, c'est des mots forts, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, 2021-2022, on était à un indice de 37. Mais c'était déjà pas normal. C'est pas normal. Alors, ensuite, on a eu du 40, bien. Ensuite, on a eu du 46, très bien, très bien. Alors, comme me dit Émilie, et j'entends son avis, il y en a plein qui partagent son avis, et je l'entends. Et peut-être que dans le fond, je suis d'accord avec lui, les surfaces rapides, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais là, on n'est pas en train de dire ce qui nous plaît le plus. C'est qu'à un moment, la beauté du sport aussi, c'est la diversité. Et c'est important d'avoir des surfaces différentes, avec des rebonds différents, pour favoriser des joueurs différents. On peut pas toujours mettre en avant les mêmes profils de joueurs. Et là, bah voilà, il nous dit après, franchement, les tournois hyper rapides, on ronfle. Je peux l'entendre. Mais ça permet, effectivement, je suis pas fan, mais pour des grands serveurs, pour des gens qui aiment bien monter à la volée, pour des joueurs qui slice énormément, comme des Dimitrov, etc. C'est des surfaces
qui leur sont favorables et on voit autre chose. Et je pense que tout au long de l'année, il y a suffisamment de tournois pour favoriser tel ou tel joueur et à un moment mettre en avant tel ou tel joueur. C'est mon avis. Moi maintenant, pourquoi j'ai tweeté comme ça aussi sèchement? Parce que en fait, un dur indoor, par définition, tu es censé être en indoor, donc il n'y a pas de vent pour ralentir, tu es censé être sur une surface rapide. Et cette année, on est sur un pari à 35.1. Alors Shanghai était encore plus bas à 32.8. Indian Wells, j'en parle même pas, c'est hallucinant, c'est de la terre battue, 31. Mais sinon, Paris en indoor est plus lent que Miami, Toronto et Cincinnati. Je sais pas si on se rend compte, on est à 35. Là déjà c'était pas normal, hein. On fait un retour en arrière un petit peu. Alors pourquoi on est revenu à 35? On a perdu 11.5 d'indice par rapport à l'année dernière. Pourquoi on est descendu? Parce que Pioline l'a expliqué, le but c'était de se rapprocher du Masters de Turin. Mais le Masters de Turin est entre 38 et 39. Il y a quand même une grosse diff entre 38 et 39 et 35. On est clairement sur le tournoi le plus lent, moi, que j'ai vu depuis extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, c'est Bublik aussi qui le dit. Je crois que c'est le terrain en indoor le plus lent où j'ai jamais joué, de loin. Donc voilà, c'est le ressenti des joueurs, c'est le ressenti des spectateurs. Certains aiment, certains n'aiment pas. Mais moi, je trouve que c'est pas normal que, et pourtant j'étais en train de défendre il y a quelques semaines le fait que les surfaces, grâce à ces indices, on ne se dirigeait pas forcément vers une uniformisation des surfaces. Là, force est de constater que c'est un énorme pas en arrière et je trouve ça extrêmement dommage. On enchaîne parce que lui, Zola, il a dit « j'accuse ». Et moi, ce soir, solennellement, je m'excuse. Voilà. Et c'est important, je m'excuse auprès de Valentin Vachereau parce que, en fait, j'avais pas tout compris. J'avais pas tout compris, j'avais vu, mais j'avais pas tout compris. Et là, en fait, je crois que ça y est, j'ai compris. Je crois que ça y est, j'ai compris que Valentin Vachereau, en fait, c'était du sérieux. C'était du sérieux, 54 minutes, 1 et 3 à Jiril et HK, en dur indoor, sans broncher, avec le sourire. Au prochain tour, il jouera son cousin. Je crois que j'ai compris. 2026, c'est pour Vachereau, les gars. Là, il y a un moment où, ok, mais à culpa. Mais à culpa. En fait, c'est pas la wildcard qu'il fallait lui donner, c'est déjà le trophée. Donnez-lui son deuxième Master 1000. Ce qu'il a fait là, mais c'est exceptionnel. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point cette perf, elle est sensationnelle. Moins d'une heure pour battre Jiril et HK en dur indoor, 1 et 3, avec la manière, avec l'attente qu'il y a autour de lui. Il doit justifier sa wildcard. Oh, je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie que vient de faire Valentin Vachereau. L'autre dinguerie du jour, c'est Reilly Opelka. Lui, vraiment, ça y est, je le mets dans ma blacklist des joueurs. C'est hallucinant. Déjà, je vais rappeler que Reilly Opelka, aujourd'hui, a perdu contre Corentin Moutet. Let's go. Let's go, Coco Moutet. Parce que, en fait, Opelka, je vous explique, il a fait forfait au deuxième tour des qualifications. Donc, normalement, tu fais forfait, c'est fini. Il a été lucky loser. Il a été repêché et il est venu jouer son premier tour contre Corentin Moutet. Heureusement que Coco Lamoute a remporté son match. Parce que franchement, j'aurais été dégoûté qu'un autre joueur ne profite pas de cette place de lucky loser alors que lui avait fait WO. Et en plus, il se permet d'être méchant comme ça sur les réseaux sociaux avec Zizou Bergs. Je comprends pas trop. Zizou Bergs a fait une célébration voilà, où il a fait un petit moonwalk après sa victoire face à Mikkelsen, on en a parlé hier. Opelka est carrément allé commenter « Je préfère perdre 6-2 dans le troisième set que de gagner 6-2 dans le troisième et faire un moonwalk. » Wesh. On est où là? C'est quoi ça? C'est quoi de... Il vient dans la... carrément sur la publication de Tennis TV pour envoyer un tacle comme ça à Zizou Bergs. La réponse de Zizou Bergs est parfaite. Je préfère jouer que déclarer forfait en qualification. Pah! Coup de fusil. Elle est magnifique la réponse, il n'y a rien à rajouter. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'a fait Reilly Opelka, c'est honteux, mais ça ne m'étonne pas du joueur. Franchement, il n'a pas fait de dinguerie comme ça, mais il a déjà quelques petites casseroles à son actif. Ça ne m'étonne pas du tout. Et franchement, bravo Zizou Bergs pour la réponse, ça fait plaisir, c'est excellent. Demain, sans transition, on enchaîne avec une night exceptionnelle. Là, pour le coup, le tournoi de Bercy, voilà, et lapsus, le tournoi de la Défense Arena, vous régalez. Là, vous régalez parce que demain, vous vous êtes pas trompé. Demain, vous avez mis en première rotation le match popcorn par excellence, peut-être le match popcorn de l'année, Corentin Moutet
face à Alexander Bublik, suivi d'un Karen Khachanov face à Joao Fonseca. Là, on est d'accord, les gars. Ça, c'est une programmation de roi. Pourquoi? Parce que Corentin Moutet et Alexander Bublik, il y a un passif. Et je vais vous l'expliquer. Écoutez bien ce qui s'est passé. On est en challenger. Et les retrouvailles vont être exceptionnelles parce qu'en fait, il y a quelques mois, les deux hommes avaient failli en venir aux mains au challenger de Phoenix. Les deux joueurs s'étaient embrouillés. Et là, on avait Moutet qui disait « Je ne suis pas prêt ». Et Bublik avait répondu « J'en ai rien à foutre ». Je trouve que c'est lunaire. On a Corentin Moutet qui a commenté en conf ou à une interview après match et qui nous dit « On sait qu'il est provocateur avec beaucoup de joueurs. Il aime bien se moquer de ses adversaires. Moi, je vais rester dans mon match avec l'aide du public. Et demain, on peut avoir un chaudron. » On peut avoir un chaudron et j'espère vraiment que le public va être présent et être au rendez-vous. On a eu des différends dans le passé. Disons qu'ils ne représentent pas les valeurs que je défends en tant que sportif dans son discours. Mais bon, on est tous différents. C'est important aussi pour le tennis. Je vais arriver hyper motivé et je vais essayer de le renvoyer chez lui. Ça promet d'être explosif. Je trouve que la décla, elle est exceptionnelle. Ça, on en parlera après. Je trouve que la décla, elle est exceptionnelle. Je vais arriver hyper motivé et surtout, je vais essayer de le renvoyer chez lui. Je trouve ça fou. Il y a un petit passif. Les deux joueurs s'étaient pas mal embrouillés, un peu insultés. Ça n'allait pas en venir aux mains, mais voilà, on était pas loin d'un bon petit clash. Je suis pas sûr que les deux joueurs partent en vacances ensemble. Au tour précédent, on a Bublik qui a pas serré la main à Popirine parce que Popirine s'est encouragé après avoir fait 2 lettres dans le même point et derrière il a remporté le point. Alors l'Australien ne s'était pas excusé, mais Bublik ne lui a pas serré la main pour ça parce qu'il a dit qu'au tennis il y a des codes et que quand on respecte pas les codes, bah lui non plus ne les respecte pas. Ce serait pas un petit peu l'hôpital qui se foutrait de la charité? L'hôpital qui se fout de la charité, c'est mieux comme ça. Il y a un moment où Bublik, c'est quand même, voilà, moi j'aime bien. Mais bon, c'est pas celui qui respecte tous les codes du tennis. Donc voilà, évidemment, je prends position pour Corentin Moutet parce que c'est un joueur que j'adore. Et demain, j'espère vraiment qu'on va vivre un moment d'anthologie. Je pèse mes mots. Hugo Humbert qui n'a pas pu venir, c'est des petites news, hein, on balance les petites news du jour. Hugo Humbert qui n'a pas pu venir à Bercy va faire des grands déçus chez lui à Metz. Parce que, écoutez bien, regardez ce qui est en jaune. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive cette année, si je suis malade ou blessé, je viendrai jouer car ce sera la dernière édition à Metz. On rappelle qu'il est de Moselle, on rappelle qu'il est de là-bas. Et il avait dit quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte. Si je suis blessé ou malade, je viendrai. Et là, Hugo Humbert, forfait à Metz. Aïe aïe aïe, parler c'est bien, les actes c'est mieux. Effectivement, quand tu es blessé, tu te déplaces pas, mais c'est hyper maladroit de sa part que d'avoir fait une interview en disant voilà, peu importe si je suis malade ou blessé, je viendrai. Ouais, c'est une petite maladresse du français, mais bon, effectivement, en étant blessé, il va pas forcer, ce serait complètement débile. Aujourd'hui, on a un Daniil Medvedev qui a été très bon, et j'aime bien ce genre de petits moments. On a Mounard qui lui dit si tu joues comme ça toute l'année, bonne chance. Et on a Medvedev qui rigole et dit une fois par an, ça arrive, désolé. Je trouve que c'est hyper sympa quand les joueurs ont une petite phrase comme ça pour l'autre au moment de se serrer la main. Je trouve ça très très cool. On fait un petit récap des scores. Au moment où je fais cette vidéo, on a Roublev qui vient de battre Lerner Tien. Petite surprise pour moi, très clairement. Je pensais pas, surtout sur cette surface lente. On a Fritz qui démarre. On a Fonseca qui s'impose. Alors ça, c'est une énorme surprise. Auger-Aliassime qui s'impose. Énorme surprise, oui et non, mais je pensais pas qu'il allait pouvoir enchaîner de la sorte. On a Royer qui est pas passé loin face à Fokina. Et surtout, on a Ben Shelton. Franchement, je voulais dire un petit mot par rapport aux cotes. Parce que en fait, bon, j'avais mis Cobolli aussi, mais bon, j'ai rien senti cette semaine, en témoigne mon tableau de Tennis Draw Challenge. Mais Cobolli était favori face à Ben Shelton en Durine d'or. Bon, ok, Ben Shelton revient de blessure, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on met quand même peu de respect sur le nom de Ben Shelton. Je sais pas, je vais peut-être revoir mes positions quand même sur l'américain. En plus, un joueur que j'adore, je trouve que c'est un peu abusé. Et pour finir, les femmes sont à l'honneur puisque les WTA Finals ont démarré. Et oui, et on a les groupes Sabalenka avec Gauff, Pegula et Paolini. Donc ça, c'est le groupe Steffi Graf. Et dans le groupe Serena Williams, on a du Swiatek, Anisimova, Rybakina
et Kiz. C'est simple, pour moi ici c'est Sabalenka et Pegula qui vont sortir et ici c'est Swiatek et Anisimova qui vont sortir. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Il y avait énormément de choses à se dire. C'était un vrai plaisir de faire cette vidéo. Voilà, il est 22 h au moment où je la conclue. J'espère qu'elle ne va pas sortir trop tard. Comme ça, vous allez pouvoir la visionner avant d'aller dormir ou la visionner demain, au moment où vous allez au boulot. Bref, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à ce moment de la vidéo et je vous dis à très vite.